On va parler évidemment d'écotoxicologie microbienne, ça vous vous en doutiez. On va faire un focus en 2 parties aujourd'hui sur une série d'enjeux émergents. Ce matin, on va, avec Jennifer Ellal et Aurélie Sebron, évoquer certains d'entre eux. Et puis, après la pause tout à l'heure, en début d'après-midi, avec Sébastien Duperron, on déroulera d'autres thématiques en lien avec les enjeux émergents dans le cadre d'une conférence à l'issue de laquelle vous pourrez poser des questions et également partager des regards, des remarques. Je vous propose, avant de recevoir l'ensemble des panélistes à cette table ronde, eh bien, d'écouter une keynote, j'allais dire, d'une dizaine de minutes. Alors, le challenge n'est pas simple. On vous a proposé d'évoquer un certain nombre d'enjeux émergents en matière d'écotoxicologie microbienne, qui est au carrefour de plusieurs disciplines et thématiques. Et au-delà de cette diversité, quels sont les grands enjeux qui la traversent aujourd'hui? Quelles sont les thématiques de recherche les plus portées en ce moment? Et comment s'articulent-elles entre elles? Après une présentation donc synthétique de ces enjeux émergents, plusieurs représentantes et représentants de réseaux et associations partenaires partageront ce qui constitue, à leurs yeux, les grands fronts de sciences de l'écotoxicologie en 2023. Et donc, avant d'en parler, une présentation de Jennifer Ellal, chercheuse en microbiologie environnementale au BRGM, et Aurélie Sebron, directrice de recherche au CNRS, au LIEC, Laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux. On vous remercie d'être là et on vous applaudit 1000 fois. Est-ce que vous voulez que je rapproche un peu la table? Ça va? C'est bon, ça va aller. Voilà, donc bonjour à tous. Et donc, oui, Aurélie et moi, on va avoir le plaisir de vous présenter quelques diapos sur les enjeux émergents avant d'attaquer la table ronde. Donc, on va essayer de représenter au mieux les différentes idées qui sont sorties des échanges et des discussions avec le comité de pilotage. Hop, changer. Ah, ça a été rajouté. Voilà, d'accord. C'est pas grave. Voilà, donc on va commencer tout d'abord avec... donc on va se passer la parole avec Aurélie. Donc pour revenir à qu'est-ce que l'écotoxicologie microbienne, alors il y a eu beaucoup de spoilers déjà ce matin, puisqu'on a vu les mots-clés qu'a projeté Stéphane, les différentes discussions. Donc vous avez bien compris que c'est une thématique qui se trouve à l'interface de d'autres disciplines, donc l'écologie microbienne, la toxicologie et la physicochimie, avec l'objectif d'étudier vraiment les interactions entre les polluants et les communautés microbiennes au sein des écosystèmes. Dans un sens impact, donc on va regarder l'impact de polluants sur une communauté, sur une fonction, sur une diversité, mais aussi à l'inverse, on va s'intéresser à quel rôle vont avoir ces communautés microbiennes sur le devenir des polluants dans l'environnement en interaction avec les écosystèmes. Et Fabrice l'a mentionné tout à l'heure, donc à l'ère de l'Anthropocène, on se trouve face à de nombreux défis. Et l'écotoxicologie microbienne va être à la fois un ensemble de recherches et de sujets fondamentaux, mais également c'est la recherche d'outils et de solutions de biosurveillance et de bioremédiation. Donc cette thématique donc, fait face à de nombreux défis. Donc on va vous en présenter quelques-uns ici. Donc je vais commencer ici par des enjeux plutôt à l'échelle environnementale et puis le défi de changement d'échelle en parlant des voies de dégradation. Donc s'il y a beaucoup de connaissances aujourd'hui acquises sur un certain nombre de voies de dégradation, de métabolisme, de mécanismes pour des polluants plutôt historiques, si je cite les HAP ou la biotransformation des métaux par exemple, mais il y a de nombreux défis qui restent pour identifier des voies de dégradation de polluants plutôt émergents qu'on retrouve de plus en plus dans notre eau, dans nos sols, dans notre alimentation. Et puis ensuite, d'approfondir les connaissances autour de l'impact de ces polluants sur la diversité et les fonctions des micro-organismes à différentes échelles, que ce soit au niveau cellulaire, au niveau du gène ou de la communauté, bien qu'on ait déjà des éléments de réponse sur certaines réponses de résistance, de tolérance à ces différents polluants. Donc un autre défi dans la lignée de la première, donc on dispose aujourd'hui aussi de beaucoup d'études qui se sont intéressées à des polluants bien spécifiques avec un impact sur un organisme,
bien spécifiques, souvent en laboratoire. On a un grand défi qui s'ouvre à nous aujourd'hui, c'est de faire le lien et de mieux connaître et comprendre les liens entre fonction et diversité et les impacts qu'une pollution in situ dans l'environnement va avoir sur l'ensemble de la communauté et de son fonctionnement. Et puis d'aller plus loin en regardant les impacts. Donc vous avez une illustration à droite d'un réseau de co-occurrence de micro-organismes, de voir quel va être l'impact de ces polluants, de ces contaminations sur les interactions des communautés bactériennes entre elles, et pas juste sur une espèce ou sur une fonction. On ne passe pas le truc. Voilà, donc pour aller dans la même lignée de ça, on parle d'impact sur un micro-organisme à son échelle, de micro-organisme, on est dans le tout petit. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des impacts à d'autres échelles dus à ces impacts sur les micro-organismes. Et donc on voit de plus en plus émerger des études sur les interactions entre les animaux, les végétaux et leurs micro-organismes. Donc on va avoir une conférence cet après-midi de Sébastien Duperron sur ce sujet. Donc il y a un gros enjeu, un gros verrou de faire le lien entre ces impacts sur les communautés microbiennes et les conséquences qu'elles vont avoir sur les hôtes, sur les écosystèmes et à différentes échelles. Donc ça reste un défi majeur. Donc si je change un petit peu de sujet là maintenant pour aller sur plutôt l'évaluation du risque et de la bioremédiation et du rôle de l'écotoxicologie microbienne dans ce domaine, on a un certain nombre d'applications actuelles qui existent et qui sont totalement effectives. Donc sur le risque a priori, par exemple, donc Fabrice le mentionnait tout à l'heure, on a des outils qui sont basés sur des micro-organismes qui permettent d'évaluer ce risque a priori. C'est le cas de l'index diatomée, par exemple, ou des tests microalgues. On a également, pour certains groupes d'organismes ou organismes, des seuils de tolérance qui sont définis. L'exemple des bactéries nitrifiantes, par exemple, donc c'est relativement encore restreint. Au niveau du risque a posteriori, on retrouve le développement de plusieurs outils intégratifs, donc type PICT et Triade, qui sont abordés dans la journée également. On voit l'émergence de tests de toxicité basés sur les micro-organismes, comme les microalgues dans la DCE. Et puis aujourd'hui, on a quand même plusieurs indicateurs de pression chimique et d'état écologique qui sont suffisamment matures en fait, pour être prêts pour passer à un niveau opérationnel. Enfin, d'un point de vue de la bioremédiation, il y a des solutions qui existent, qui sont mises en place activement in situ pour permettre la précipitation de métaux, par exemple, ou la dégradation de polluants organiques. Mais il reste quand même beaucoup d'enjeux et de perspectives d'application dans le domaine de l'écotoxicologie microbienne pour cette prise en compte et évaluation du risque et la bioremédiation. Donc on doit de mieux prendre en compte les mélanges de polluants, par exemple, donc plutôt qu'un polluant individuel, quels vont être les effets synergiques, additifs de mélange de polluants émergents dans le milieu, comment on doit redéfinir les seuils de tolérance ou d'acceptabilité par rapport à ces effets cocktails, par exemple. Élargir aussi le spectre des organismes utilisés pour l'évaluation de la toxicité a posteriori et prendre en compte les effets cascades et les changements d'échelle. Et puis enfin, donc, de poursuivre l'ensemble des efforts de bioremédiation et de biosurveillance pour continuer à faire du transfert en fait, de la recherche vers l'opérationnel. Pour répondre donc à l'ensemble des enjeux présentés par Jennifer, on a mis en avant un certain nombre d'enjeux aussi méthodologiques et analytiques. Alors en écotoxicologie microbienne, on a un grand nombre d'outils qui sont disponibles, qui relèvent souvent de l'écologie microbienne, pour évaluer à la fois la diversité de nos communautés microbiennes, leurs fonctions, mais également estimer l'activité des micro-organismes dans l'environnement. Mais il reste un certain nombre d'enjeux aussi au niveau méthodologique et de trouver des moyens et des leviers pour mieux analyser nos données, aller un peu plus loin dans l'interprétation de ces gros jeux de données qu'on commence à acquérir, notamment avec les outils omiques, transcriptomiques, phénomiques, protéomiques, métabolomiques.
on a mis en avant du coup le fait de constituer des bases de données, des méta-bases de données, avec l'ensemble des données qu'on peut acquérir sur des sites, que ce soit au niveau de la diversité des activités des fonctions microbiennes, mais aussi tous les paramètres qui décrivent l'habitat de ces micro-organismes, de céder de l'acquisition de ces données multi-omiques par des analyses bioinformatiques beaucoup plus poussées pour pouvoir interpréter nos gros jeux de données, et en cédant bien sûr de la modélisation pour mieux interpréter nos données en termes d'écotoxicologie. Et ça pourra nous amener à développer éventuellement des outils diagnostiques basés par exemple sur l'intelligence artificielle ou du deep learning. Alors, l'écotoxicologie microbienne, elle est centrale au milieu d'une thématique beaucoup plus large en fait. Il s'agit d'enjeux planétaires que vous connaissez tous et qui ont été soulevés dans de multiples revues ces dernières années. Comme quoi, bien sûr, les micro-organismes sont au milieu d'écosystèmes qui sont fortement anthropisés. Alors ça a été aussi développé dans le cadre des prospectives innées auxquelles j'ai participé l'année dernière à La Rochelle et où j'étais co-animatrice d'un atelier pollution écosystème et où on a aussi travaillé sur ces prospectives dans ces thématiques. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut viser. Ah, ça a été trop vite pour le coup. Donc, comme vous le savez tous, les polluants la pollution est généralisée à l'échelle planétaire. La pollution est une des 9 limites planétaires qui va remettre en cause l'habitabilité de notre planète. Et donc, on se situe vraiment pour l'écotoxicologie microbienne dans une thématique One Health où on a de multiples contaminants. Ces contaminants touchent tous les compartiments, tous les écosystèmes. Et donc, forcément, on est, nous, écotoxicologues microbiens, parmi un ensemble de disciplines, et on doit travailler avec ces disciplines. Et notamment, les micro-organismes ne sont pas exposés qu'à un seul polluant, mais à une globalité de multicontamination à laquelle s'additionnent, bien sûr, tous les facteurs de changement globaux. Et donc, il nous paraît essentiel de mieux caractériser l'exposome et de collaborer bien sûr avec les géochimistes qui vont pouvoir nous aider à identifier la totalité des expositions de nos organismes. Donc on a vu que les micro-organismes sont en interaction au sein des communautés microbiennes, que ce soit les bactéries, les champignons, les microalgues, etc. Mais ils sont aussi en interaction avec l'ensemble du biota dans ces écosystèmes. Vous voyez ici des réseaux d'interaction écologiques qui sont assez simplifiés, mais quand un polluant va avoir un effet sur un de ces maillons des réseaux écologiques, il va y avoir des effets cascades qui sont souvent imprévisibles. Et donc, on voudrait aller vers une approche, une vision plus holistique du fonctionnement de ces écosystèmes, mais quels taxons considérer finalement au sein de ces réseaux d'interaction très, très complexes. Et puis aussi, se pose la question des conséquences fonctionnelles quand un des taxons est affecté par la présence de contaminants. Quelles sont les conséquences au niveau fonctionnel ? Et on a encore plus de mal à prédire les conséquences au niveau des services écosystémiques rendus par ces écosystèmes. Se pose aussi la question, quand on a un écosystème qui est stable et fonctionne bien, quand un contaminant vient interagir et modifier cet état stationnaire, on va avoir apparition de dysbiose, prolifération parfois de pathogènes, d'espèces invasives, voire dissémination de l'antibiorésistance. Donc des gros problèmes qui peuvent se poser à nous et qu'on a du mal à prédire. Donc il va falloir aller vers un meilleur réalisme de nos expérimentations, peut-être des observatoires sur le long terme avec une bancarisation de nos données, et puis bien sûr faire l'interface avec les autres disciplines, écologues, écotoxicologues, épidémiologistes dans ces cas-là. Et puis pour finir, l'ensemble de ces effets cascades ne se limite pas à un écosystème. On sait que ces changements d'état vont pouvoir être dynamiques au niveau spatial et temporel, qu'il y a des transferts entre organismes, entre compartiments, mais aussi entre écosystèmes, entre les sols, les milieux aquatiques, l'atmosphère, les océans.
Et donc, bien sûr, on promeut l'interdisciplinarité et aussi, bien sûr, l'appropriation des concepts des autres disciplines qui peuvent nourrir nos propres approches d'écotoxicologie microbienne. Donc, merci pour votre attention. Merci à vous, Aurélie Sébron et Jennifer Elal. Il y a peut-être des questions tout de suite. Si vous avez des questions tout de suite, mesdames et messieurs, on peut les poser. Et puis, bien sûr, tout de suite après, on fait intervenir les panélistes. Madame. Oui, merci beaucoup pour ces présentations, vraiment très intéressantes. J'avais une question par rapport à aux enjeux à venir, aux enjeux sur la problématique de la prévention finalement du danger ou du risque en microbiologie. Vous avez parlé de dégradation. Est-ce qu'on peut travailler sur se disant les nouvelles substances, et là il faut sans doute travailler avec la chimie pour permettre qu'elles ne soient pas rémanentes dans les milieux, par exemple, qu'on n'ait pas le problème sur lequel je travaille actuellement, la chlordécone, par exemple, des choses comme ça. Est-ce que vous avez cette question-là de comprendre les processus, les mécanismes de dégradation et d'essayer de travailler ce sujet au sein du réseau? Vous avez 2 heures. Enfin, c'est tout à fait, oui, voilà, c'est tout à fait au cœur de nos thématiques. Alors bien sûr, chaque jour, de nouvelles molécules sont déversées dans l'environnement. Il est compliqué de pouvoir analyser chacune des molécules, de comprendre les voies de biodégradation, etc. Souvent, la recherche fait qu'on travaille sur les molécules émergentes qui vont être certaines molécules qui vont être mises en avant, donc on va travailler sur quelques composés, mais bien c'est au cœur de nos thématiques d'essayer de comprendre, d'isoler les micro-organismes capables de dégrader, de comprendre les voies de dégradation, s'il y a des composés qui sont produits lors de la dégradation, etc. Merci beaucoup. Et puis Madame Garrick, on vous donnera la parole dans quelques instants, puisque vous faites partie de la table ronde. Oui, bonjour, merci. Bernard Montuel. Bonjour Aurélie. Moi, ça m'a rappelé, en tant que retraité, ça m'a rappelé beaucoup de choses, tout ça, il n'y a pas de problème. Je suis retombé, pas dans mon enfance, mais dans ma vie professionnelle. J'avais une question par rapport aux perspectives planétaires que tu as indiquées. En fait, tout ce qui est indiqué là reste peu ou prou dans le monde scientifique. Or, toute la question de la connaissance scientifique, en particulier pour écotoxitomique ici, c'est du transfert vers de l'applicatif, vers de l'action réelle au terrain, en particulier quand on voit toutes les opérations de greenwashing qui peuvent apparaître soit dans les sociétés, soit dans certains ministères en charge de l'agriculture que je ne nommerai pas ici. Il y a vraiment une question de la traduction de tous ces résultats de la recherche en termes vraiment opérationnels. Qu'est-ce que ça implique en termes de gestion, de pratiques agricoles, etc., etc. Alors, c'est peut-être pas le rôle, effectivement, des écotoxicologues, des scientifiques de le faire, mais c'est peut-être à eux de poser la question de comment on organise ce transfert et avec qui on le fait. Alors, oui, tout à fait d'accord. C'est on l'a dit tout à l'heure, un des gros volets finalement de l'écotoxicologie microbienne, c'est de faire ce transfert de la recherche plutôt fondamentale vers de l'appliqué, d'identifier de nouvelles pistes, que ce soit en biosurveillance, en bioremédiation, en dépollution. Donc je ne vais peut-être pas trop spoiler non plus, parce qu'il y a une discussion, une table ronde plutôt transfert vers l'opérationnel et le monde socio-économique justement qui est prévu cet après-midi, où il va être justement question de comment opérer ce transfert, quels outils, quels moyens, mais voilà. Alors, j'ai une petite question par rapport justement à l'articulation de ce réseau par rapport à d'autres thématiques. Et en fait, quand on commence à s'intéresser à l'écotoxicologie microbienne, en fait, on voit énormément de points communs avec les gens qui étudient les milieux extrêmes. Par exemple, des milieux, les sources hydrothermales sous-marines sont hyper denses, on en parlait avec Simon Collat tout à l'heure, sont hyper denses en cobalt, en tout un tas de métaux lourds, et finalement il y a pas mal peut-être de transversalité à chercher avec les gens qui se focalisent sur ces environnements-là et qui finalement, par une approche d'adaptation au milieu extrême, retombent sur des processus qui sont tout à fait pertinents pour l'écotox microbienne. Est-ce qu'il y a quelque chose d'envisagé par rapport à ça ? D'envisager, je ne sais pas, mais en fin de compte, ces travaux-là sont de l'écotoxicologie microbienne également, en fait. Donc on les attend dans le réseau, en fait. Venez. Voilà.
Oui, moi je me posais la question par rapport à l'intégration des déterminants macroscopiques en écotoxicologie microbienne. Alors quand je parle des déterminants macroscopiques, c'est par exemple les sécheresses. C'est la diminution des volumes d'eau, etc. C'est-à-dire alors on est peut-être plutôt sur des aspects plutôt écologie microbienne que écotox, mais quand même, ce sont des stresseurs. Que ce soit l'augmentation de la température, la diminution de l'humidité dans les sols, etc., etc. Et donc ma question plus générale, c'est comment vous appréhendez l'intégration de ce que j'appelle les natural risks maintenant. Donc ça peut être glissement de terrain, sécheresse, inondation, voilà, etc., etc. Qui quelque part perturbent effectivement plus les communautés bactériennes au niveau écologique, hein, mais qui sont quand même, je dirais, quelque part des perturbateurs qui doivent être intégrés dans une approche, je dirais, écotoxicologique. C'est vrai que c'est peut-être pas ressorti là, mais ça fait partie des enjeux et des questions qu'on a pu identifier dans nos groupes thématiques, là, nos groupes de travail, plutôt sur les questions de prospective, de perspective d'écotoxicologie microbienne. C'est justement, c'est même aller plus loin, c'est ces stresseurs-là croisés avec les polluants, en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on a une double contrainte, en fin de compte, qui s'opère. Et donc, ça multiplie encore plus les questions et les enjeux et les défis du coup, auxquels font face les personnes qui s'intéressent à l'écotoxicologie microbienne, justement. Oui, non, on prend systématiquement en compte, je pense, l'ensemble des facteurs de changement globaux, puisque c'était ce que je disais tout à l'heure, les micro-organismes sont exposés. Donc cet exposome, en fait, c'est l'ensemble des contraintes auxquelles sont exposés les organismes pendant leur cycle de vie. Et outre les contaminants, effectivement, il y a les sécheresses, les changements de pH, etc., qui vont s'additionner et favoriser éventuellement aussi des résistances, la dissémination de certains pathogènes, etc. Donc oui, c'est vraiment au cœur de nos problématiques de recherche. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir apporté quelques premiers éléments de réponse à ces questions. Restez avec nous, en tout cas, pour poursuivre cette conversation. On va être maintenant avec Jean-François Giglione, donc membre du conseil scientifique du GDR Polymère et Océan. Je les invite à me rejoindre, les autres panélistes. Vous l'avez compris. Christian Mougin, directeur de recherche INRAE, spécialiste d'écotoxicologie des sols, membre du bureau du réseau Ecotox. Patrice Gonzalez, vous êtes au laboratoire EPOC. Jeanne Garric, directrice de recherche, et vous êtes la vice-présidente de la Société d'écotoxicologie fondamentale et appliquée. Et asseyez-vous, faites-moi ce plaisir de vous asseoir, s'il vous plaît. Faites comme chez vous. Merci d'être là. Alors le but du jeu, c'est de vous donner la possibilité, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, je pense que si quand même, les organisations que vous représentez, elles sont connues, mais peut-être de représenter en quelques mots ce qu'était le GDR, telle association savante, etc. Et puis d'avoir un regard sur ce que vous avez entendu, un complément peut-être à apporter, et puis des questions à continuer à poser. C'est l'idée, c'est de faire partager, d'ouvrir les questions. On commence avec Madame Garric. Un petit mot sur la société pas si petit que ça d'ailleurs, sur la Société d'écotoxicologie fondamentale et appliquée. Oui, si vous voulez. Alors, jusqu'ici, on a parlé de réseau. Ici, on est bien sur une société savante, hein, qui est plutôt une association loi 1901, donc c'est un petit peu différent comme structure. C'est une société, donc, comme son nom l'indique, écotoxicologie, et qui a été créée en 83. Donc, c'est une ancienne. Ah oui, tiens, bonne réponse. Ça s'arrose, oui. Voilà, donc en 83, sous l'initiative de professeur Jean-Michel Joigny, que je pense que les collègues de Metz connaissent bien, au moins de nom, pharmacien, et qui a quelque part créé, enfin, ce terme, l'écotoxicologie, avec le professeur Truot. Donc, c'est toute une histoire, effectivement. Alors, en fait, la société, elle se veut totalement interdisciplinaire parce que là, nécessairement, on reçoit des chimistes, des écologues microbiens, donc des gens des sols, des gens de l'air, des gens de l'eau, des gens de la santé également, parce que de plus en plus, effectivement, on s'intéresse
à l'interaction entre effectivement santé et environnement. Voilà, donc après le rôle de la société, c'est essentiellement d'aider cette structuration de la communauté, d'aider les jeunes chercheurs et les étudiants effectivement à prendre pied dans la communauté de la recherche. Donc il y a des colloques très réguliers, tous les ans d'ailleurs, quand je dis très réguliers, avec des thématiques assez larges comme écotoxicologie en ville, écotoxicologie du paysage, les échelles spatiales et temporelles. Donc c'est d'une vision assez large qui est moins ciblée sur microbiologie, etc., etc. Donc ça c'est l'objectif de la société. Donc avec un vrai focus, comme on l'a vu tout à l'heure aussi sur les jeunes, parce qu'on leur ouvre toujours beaucoup de places dans les colloques, de manière à ce qu'ils puissent présenter, à ce qu'ils puissent... Et aujourd'hui, ils ont aussi une place dans le bureau. On les aide aussi, là, tout à fait récemment, on a mis en place les moyens des jeunes thésards pour qu'ils écrivent des petits papiers de synthèse, mais des papiers relativement simples de synthèse qui soient publiés sur un blog. Donc les aider à ce genre de choses, voilà. Un réseau une société vivante. Très vivante, très active. Pas encore morte, on va dire. C'était pas une question à tiroir. C'était vraiment. Vous vous y retrouvez dans les enjeux? Vous avez posé une question et je vous en remercie beaucoup tout à l'heure. Tel qu'il est challenge impossible, présenter comme ça en 10 minutes des sujets aussi variés. Bravo à vous deux, mesdames. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a paru vous interpeller, vous, qui n'était pas présent dans la présentation? Parce qu'on peut pas tout dire. Je reviens sur ma question qui était une question non pas de est-ce que vous travaillez sur la dégradation, mais une question de comment vous appréhendez des problématiques de prévention, j'aurais tendance à dire. Parce que quelque part, pour avoir travaillé par ailleurs avec des gens qui font de la synthèse, essayer de faire en sorte de créer des molécules à partir des connaissances qu'on a sur les mécanismes de dégradation, sur les interactions avec la chimie, etc. Est-ce que ça s'est pris en compte? Et ça paraît très très important de prévenir en fait, parce qu'on peut guérir, mais on peut arriver à prévenir. Voilà. Après, on a parlé d'exposome. Moi, je crois que c'est très important. Et Philippe Garrigue a élargi à la problématique température, quantité, eau, etc., etc. Et ça me paraît indispensable. Voilà. Et les interactions santé et environnement, microbiome parce que finalement les bactéries elles sont au centre. On a les toxiques qui arrivent, le fonctionnement bactérien, et puis les impacts sur la physiologie, que ce soit du poisson, de l'homme. Est-ce que face à cette variété, Madame Garrigue, de sujets, de thématiques, de concepts même qui arrivent, est-ce que ça fait partie du travail? Elle me regarde en fronçant les sourcils. Quelle question il va me poser celui-là? Est-ce que ça fait partie du rôle d'une société savante de prioriser dans les enjeux de recherche? Est-ce qu'il est du rôle d'une société savante de préconiser, de travailler plutôt sur tel axe, plutôt que sur tel autre, à la communauté scientifique? Je ne sais pas si ce sujet de préconisation... Parce qu'on ne peut pas tout faire, avec les sujets sont nombreux. Exactement, effectivement, il faut prioriser. Je pense que le rôle d'une société savante, c'est d'être sur les fronts de science. C'est d'être capable de voir et de dire, attention, on voit émerger ceci, on voit émerger cela. Après, la priorisation, ça dépend des choix des réseaux, ça dépend du choix des instituts, ça dépend de beaucoup de choses. Des financements, beaucoup peut-être aussi. Effectivement, des choix de l'Europe. Donc d'ailleurs, le réseau, il faudra absolument qu'il soit présent au niveau des projets, des programmes européens ou des structures qui génèrent un peu les appels à projets européens. Enfin, ça, je crois que c'est très important aujourd'hui. Merci beaucoup. À côté de vous, il y a Monsieur Mougin et on va parler d'Ecotox. Alors on pitch Ecotox rapidement à destination de toutes celles et ceux qui par milliers nous regardent en ce moment et se disent mais qu'est-ce que c'est Ecotox? Parce qu'ils c'est pas des scientifiques du tout, ils sont même pas doctorants. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est dommage parce que je vais m'adresser aux plus anciens de la salle qui ont connu. Vous pouvez le faire si vous voulez, l'un n'exclut pas l'autre. Non, en fait, Ecotox est un réseau qui, pour beaucoup de missions, rejoint Ecotoxicomique. C'est un réseau qui a été initié ou créé au début pour les besoins internes de l'INRA. Dans les années 90, l'INRA était beaucoup impliquée dans l'écotoxicologie, surtout aquatique, notamment à des fins de mise sur le marché des pesticides, intervenait dans les dossiers d'homologation, a d'ailleurs hébergé pas mal de structures qui intervenaient dans ces autorisations de mise sur le marché. Donc c'est création 2009, c'est ça? Voilà. Et
Et donc, à la fin des années 90, début des années 2000, il y a eu une volonté de l'Institut de structurer la communauté des écotoxicologues, et notamment des écotoxicologues terrestres, qui étaient un peu plus disséminés. Et au départ, ce réseau a été créé, donc soutenu par 3 départements de l'INRA, j'irais plutôt pour des besoins internes de visibilité scientifique et de coordination au niveau de l'Institut. Puis petit à petit, c'est ouvert. On l'a ouvert à IRSTEA. On a pas mal travaillé avec Jeanne sur un réseau commun, et puis sur des documents aussi qui ont été remis à notre direction générale, justement pour favoriser l'interdisciplinarité, la prise en compte de plusieurs milieux. Et puis, 2011 est un peu une date charnière, hein, puisque on a à la fois accueilli des gens qui travaillaient plutôt sur la dynamique des contaminants, qui appartenaient d'ailleurs au réseau qui s'appelait Écodynamique des contaminants dans l'environnement. Et puis, on a perdu les gens qui voulaient faire de l'écotoxicologie microbienne, qui ont lancé l'idée de créer Écotoxicomique. Voilà, donc des choses un peu mouvantes. Et aujourd'hui, on est une communauté de 260 chercheurs au niveau francophone, hein, on est plutôt au niveau national, mais on a quelques Québécois, quelques Suisses. Et voilà. Et même question, du coup, que j'ai envie de vous poser, quand vous entendez la présentation en 10 minutes, montre en main, qui a été faite sur les enjeux émergents. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous retrouvez, ou au contraire des choses sur lesquelles vous vous dites, là, il faut peut-être avancer davantage ou réfléchir davantage à ça? En préparant cette conversation, vous m'avez notamment parlé de la question des nouveaux outils, biomarqueurs, modélisation, mathématiques, etc. Ça, c'est des choses dont il faut s'emparer. Je pense que la question des mélanges, elle est aussi très importante, et ça va rejoindre peut-être des points qu'on a évoqués. On manque actuellement d'outils, hein, même si on essaie d'en développer pour évaluer les dangers et les risques liés à la présence de mélanges de contaminants dans l'environnement, et les organismes sont quand même toujours confrontés à des mélanges de contaminants. L'évaluation des risques se fait souvent, même presque majoritairement, substance par substance, parce qu'on n'a pas les outils. Ça rejoint la question de Bernard sur le transfert finalement de nos connaissances vers des dispositifs opérationnels. Par exemple, comment est-ce que les agences d'évaluation des risques peuvent s'approprier des outils qu'on pourrait développer, puisque les agences d'évaluation de risque travaillent aussi substance par substance, et on aurait besoin d'échanger davantage et de faire, de développer de nouveaux outils. Hein. Les biotests, les biomarqueurs souvent répondent à plusieurs types de stresseurs différents. Alors on va aussi vers les outils, on se rapproche plutôt des communautés de toxicologie plutôt humaines. Hein. On va chercher des outils de la toxicologie prédictive, par exemple, pour travailler sur ces questions d'impact de mélange, hein, des approches de modélisation. Normalement, il y a quelques modèles qui commencent à se développer autour de ça. On peut parler aussi des AOP, hein, des chemins de l'effet inverse, qui associent des expositions, des événements clés et des impacts sur des organismes. Et la Fondation Rovaltin a lancé une réflexion sur le sujet il n'y a pas très très longtemps. Enfin voilà, on a des choses qui émergent, mais on a encore besoin de progresser sur cette question des mélanges. Et je voulais revenir aussi sur ce qu'a dit, je crois, Jeanne, sur la prévention. Oui. Moi, j'ai été longtemps expert à l'ANSES dans le groupe de travail comité d'experts REACH, et on a très peu parlé dans ce comité d'experts qui est quand même censé gérer les produits chimiques. On a très peu parlé d'écotoxicologie pendant 7 ans auxquels j'ai participé, et je ne suis pas sûr que ces questions de prévention soient vraiment au cœur des préoccupations, soit des industriels, soit d'autres instances. On va couper. Non, je plaisante. On va donner la parole tout de suite à nos autres intervenants. Je vais leur donner le micro, vous embêtez pas. Regardez, Monsieur Giglione, merci beaucoup. Monsieur Gonzalez et Jean-François Giglione, pardon. Et sont juste là tous les deux. On commente cette photo de famille peut-être pour commencer, Monsieur Gonzalez. Alors cette photo de famille vous représente un peu quelques-uns des membres du GDR en écotoxicologie aquatique. Donc ce GDR, il a une existence beaucoup plus courte qu'Écotoxicomique, hein, puisqu'il a été créé il y a simplement 5-6 ans, sous l'impulsion d'Olivier Geffard, de IRSTEA, qui ça venait de la constatation qu'il y avait un manque de la représentation de cette communauté, l'échelon national. Donc le but en fait de ce GDR, c'est de fédérer cette communauté et de réfléchir sur des grandes questions qui touchent l'écotoxicologie aquatique. Donc on est un groupe qui représente à peu près un peu plus de 25 labos actuellement, un peu plus de 150 membres, mais qui grossit d'année en année et qui travaille sur des grandes questions qui restent en écotoxicologie aquatique, comme par exemple comment on peut utiliser les outils omiques et quelles sont leurs puissances
pour regarder les modes d'action et comprendre mieux les effets. Il y a un autre aspect qui s'intéresse plutôt à tout ce qui est intégration biologique, tout ce qui va toucher la vulnérabilité, toutes les différences de sensibilité des espèces qu'on ne comprend pas trop jusqu'à présent. Un autre aspect, un autre thème qui est abordé, c'est celui aussi de tout ce qui va être les effets différés. Donc là, je pense à toutes les nouvelles thématiques qui se mettent en place sur les effets multigénérationnels, transgénérationnels, où là aussi on manque beaucoup de recul. On sait que ça a des impacts très très forts. Et puis après, on regarde aussi beaucoup tout ce qui est bioaccumulation, transfert, biotransformation, puisque là aussi c'est quand même hyper important pour les avec effets une labellisation écotox aquatiques. Avec une labellisation CNRS dans les tuyaux ? Qu'on espère, qui est actuellement dans les tuyaux, qui est en grande discussion, qui, je ça l'espère... représente quoi ? C'est quoi l'intérêt, pardon, de l'intérêt, il y a plusieurs mais... intérêts. Hein. C'est déjà une visibilité nationale, une reconnaissance au niveau des instances, mais aussi la possibilité de mettre en action d'autres actions au sein de ce GDR, de faire des formations d'étudiants, de permettre à certains étudiants d'être envoyés en colloque, etc., etc. Tout à l'heure, le mot exposome a été évoqué. Je pense que ça a dû faire tilt. Tout à fait. Effet multistress, effet transgénérationnel des contaminants mécanistiques, de polluants émergents, on pourrait comme ça dérouler. Ça fait quand même beaucoup de thèmes qui montent. Là encore, est-ce que vous considérez qu'il est du devoir ou de la responsabilité d'un GDR de mettre de côté certains sujets pour se focuser sur d'autres, quitte à s'organiser mieux avec d'autres réseaux, d'autres sociétés savantes ? Enfin, on a l'impression que la richesse scientifique est là, elle est présente en France en tout cas. Il y a une mise en musique à faire encore entre les réseaux, entre les associations, entre les sociétés savantes pour... Je vais vous rejoindre un petit peu là-dessus. Non pas sectoriser, vous voyez ce que je veux dire, mais s'organiser. Exactement. Je pense que, et la réunion que l'on a aujourd'hui le montre, il y a plusieurs réseaux qui existent au niveau national. Chacun de ces réseaux, à mon avis, est complémentaire. Et chacun pourrait interagir un peu plus les uns avec les autres de façon à augmenter les niveaux de connaissances. Surtout, on a parlé tout à l'heure de l'exposome. C'est vrai que l'exposome, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et qui va nous occuper dans les années futures. On sait que la totalité des contaminants ou des paramètres physico-chimiques qui ont touché les organismes vont laisser des marques, notamment épigénétiques, au niveau des organismes, qui va conditionner leur capacité à répondre par la suite ou carrément leur capacité à avoir des constances physiologiques, j'allais dire, normales, notamment au niveau de la reproduction. Ça, il y a de plus en plus d'études qui le montrent. Je pense qu'il y a une notion qu'il faut aussi intégrer, c'est celle de continuum. Ça va un petit peu dans ce que je disais. On travaille tous sur différents aspects, mais il faut prendre en compte cette notion de continuum qui va, par exemple, de l'exposition d'un pesticide à ce qui se passe au niveau terrestre, puis ce qui va passer dans l'eau et qui va se retrouver finalement dans les océans. Comment ça s'organise, ça ? Comment est-ce qu'on arrive à avoir une étude une science plutôt, qui permettrait de suivre ces sujets parle beaucoup dans le temps et l'espace ? Pluridisciplinarité dans nos sciences. Hein. Je pense que maintenant, le maître mot va être la transdisciplinarité, de façon justement à aborder ces changements d'échelle et ces notions de continuum. Voilà. Je voudrais le temps passe. On revient vers vous et on va ouvrir pour finir une discussion ensemble sur l'importance de vos réseaux, de vos associations, sur ces enjeux émergents. Mais je voudrais bien sûr prendre le temps de donner aussi la parole à Jean-François Giglione. Donc, on va parler du GDR polymère et océan avec vous. Comment vous le présentez à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore ? Vous en parlez, voilà, un jeune chercheur en première année de thèse, vous lui dites quoi ? Alors ce GDR, en fait, il est né au départ de notre incompétence, en fait, au départ, parce qu'on a une demande sociétale. Je me rappelle, on avait un projet, tu te rappelles, Laïla, avec le gouvernement qui nous a demandé de répondre à un décret d'interdiction de certains plastiques à usage unique, et il nous demandait des substituts à ces plastiques à usage unique. Et là, le chantier, il est énorme. Il faut trouver des substituts qui sont biodégradables, biosourcés, non toxiques, etc. Donc, du coup, il a fallu qu'on s'associe. Et c'est un peu comme tous les réseaux. En fait, le chantier était énorme. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on appelle des amis. Et on a appelé de la multidisciplinarité. Parce que là, quand on parle des plastiques, au départ, on est parti sur les océans, océanographes, mais aussi des modélisateurs, des chimistes, des biologistes, etc. Et donc, du coup, en parallèle, en fait, on était un peu moqués par rapport à ces plastiques. En 2010, quand on travaillait sur les plastiques, c'était des scientifiques qui travaillaient sur les déchets. C'était pas
pas très fameux. Et on a fait des campagnes au départ, en 2014 notamment, je me rappelle quand on a fait le tour de la Méditerranée avec la Fondation Terra Océan, où on a montré que la Méditerranée était la mer la plus polluée du monde en microplastique, avec des quantités de plastique qui étaient équivalentes de celles du zooplancton, et donc un impact sur toute la chaîne alimentaire, y compris voilà, jusqu'en haut, quoi. Et puis surtout, en fait, on a commencé à parler de la plastisphère, donc c'était la vie qui se passe sur ces plastiques. Et c'est là qu'est arrivé un petit peu mon âme de microbiologiste dans ce monde-là, là, pour monter ce réseau et dire, bon, bah, il faut qu'on prenne en compte à la fois les polluants, mais également les micro-organismes qui sont dessus, et qu'est-ce qu'ils font, pourquoi. Et puis surtout, comme tous les réseaux, je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres, je connais bien Ecotoxicomique, mais c'était une bande de collègues, copains. Vous allez dire pote, hein. Au départ. Et en fait, on était des océanographes, on se connaissait sur les bateaux. Nous, le confinement, ça nous plaît. On va vivre sur les bateaux, oui. On vit ensemble, on se connaît super bien en fait dans ce petit monde-là. Et donc du coup, on avait envie de monter ce réseau. Et ça, c'est une dimension qui était... Je me rappelle sur Ecotoxicomique aussi, qui était super importante, parce qu'au départ, c'est des collègues, mais aussi voilà, beaucoup d'humains qui fait qu'on arrive à monter le réseau. Et globalement, moi, je sortais d'Ecotoxicomique et j'ai fait un copier-coller GDR Polymère et Océan, avec les mêmes idées, mais appliquées en fait à cette pollution spécifique des plastiques. Donc on est en 2019, c'est ça, quand il est lancé ? Là, on est en 2019 et c'est une recette qui a bien marché en fait, parce que je ne sais pas si tu peux passer la diapo sur le GDR, d'accord, c'est pas grave. En fait, ça a bien marché parce que ça fait 4 ans que le GDR existe et puis maintenant on est 300 scientifiques. C'est un GDL qui est juste national aujourd'hui et on est en pleine évolution parce qu'au bout de 4-5 ans en fait on a une reconduction ou pas de ce GDR et là en fait on l'a ouvert. Alors on est parti de l'explorateur Charles Moore qui va montrer le 7e continent vers le milieu marin. En fait, on a beaucoup travaillé sur ce milieu marin. Maintenant, on ouvre, on se rend compte que la pollution, elle est partout. Elle touche évidemment pas que la mer, elle touche le sol, elle touche les rivières, elle touche l'atmosphère. Et donc, on transforme ce GDR en un GDR plus général qui est ouvert, en fait, plus seulement à l'océan, mais à tous les écosystèmes, à tous les environnements et également à la santé. Donc ça s'ouvre pas mal. Ouais. Ouais, et cette ouverture-là, elle vous légitime aussi pour être un interlocuteur de plus en plus de références vis-à-vis notamment du gouvernement. Il y a une réunion en mai, je crois, c'est ça ? On a pas mal de réunions. Là, la semaine dernière, on était encore à l'Assemblée nationale parce que, alors, on ne s'est pas internationalisé, mais ça, c'est pareil, on va être poussé à le faire parce que vous savez peut-être que cette semaine, en fait, la semaine dernière, il y a eu le traité mondial du plastique qui est en train de se mettre en place, qui sera mis en place dans 2 ans. Et là, on a, avec certains scientifiques français, monté une coalition internationale scientifique pour répondre à cette grosse problématique. Et aujourd'hui, nous, on travaille au niveau national avec notre petit réseau et on essaye, je pense, de toute façon, on va être rattrapé, on va être obligé de faire ce réseau au niveau international. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas qu'on termine cette séquence, le temps file, hein, et j'aimerais que vous puissiez, mesdames et messieurs, poser des questions et participer à la conversation aussi. J'ai 3 questions qui s'adressent à vous 4. Vous pourrez bien sûr prendre le temps de revenir sur des projets qui vous tiennent à cœur, bien sûr. Mais d'abord, est-ce qu'il est toujours facile ? Il y a plein de sujets, encore une fois, je file mon idée là-dessus. Est-ce qu'il est toujours facile de faire la distinction entre des sujets émergents, des sujets un peu moins émergents, mais qui intéressent une partie de la communauté scientifique parce que c'est sympa, parce que c'est cool, et puis des modes qui ne disent pas toujours leur nom. Comment on fait le tri intellectuel, critique, par rapport à ça ? Est-ce qu'il n'y a pas de choix à faire, parce que tout est intéressant, il n'y a pas lieu, a priori, de faire des sélections qui pourraient être délétères, ou faut-il au contraire, pour gagner du temps, pour aller plus vite, on sait l'agenda et l'horloge qui tourne continuellement, on nous rappelle tous les jours dans les quotidiens, les journaux, au contraire, est-ce qu'il faut réduire pour aller plus loin ? Je veux bien répondre sur cet aspect-là parce que ça touche vraiment la question du plastique. C'est le truc qui est à la mode. C'est le truc qui fait qu'il y a beaucoup de financement qui est dirigé vers le plastique et beaucoup moins vers d'autres polluants. Les polluants historiques, on en parle beaucoup moins. Je parle des hydrocarbures, par exemple. C'est plus trop à la mode de faire des projets sur les hydrocarbures, alors qu'en fait, c'est une thématique qui est encore d'actualité. Et il faut qu'on jongle en fait avec une demande à la fois sociétale, une demande des industriels et puis notre boulot à nous de chercheurs, où là en fait il faut qu'on continue à travailler sur
le transdisciplinaire, d'un continuum terre-mer et du transcontaminant, quoi. Et nous, on est vraiment au cœur de ça. Quand on commence à travailler sur un contaminant, on ne peut pas imaginer, on va commencer à focaliser sur nos plastiques, et après on ne peut pas imaginer travailler sur un contaminant si on ne parle pas d'effet cocktail, parce que sur le plastique, il y a évidemment d'autres contaminants qui vont se mettre dessus, et donc du coup, quel va être l'effet complexe? Les sujets s'interpénètrent finalement. Forcément, en fait, ça va. Au départ, il y a un phénomène de mode, tu as vraiment un truc qui monte, et puis après, tu te rends compte qu'il y a une association avec toutes les autres problématiques, et il y en a certaines qui profitent de certains phénomènes de mode pour faire émerger d'autres idées, quoi. Sur cette question, quelqu'un d'autre voulait réagir? Madame, je pense qu'il a déjà dit beaucoup de choses, et on est tout à fait d'accord avec ça. Et cet effet de mode, notamment sur le microplastique, c'est vrai que ça a laissé de côté énormément de polluants historiques sur lesquels l'écotoxicité n'est pas encore réglée, où il manque encore pas mal de données. Bien sûr, des gens travaillent encore dessus, mais comme on est toujours à la recherche de financement pour financer nos recherches, c'est vrai qu'on a tendance à suivre ces effets un petit peu de mode, de façon, certes, à augmenter les connaissances, mais aussi pouvoir assurer des financements pour nos laboratoires. Oui, ça va à peu près dans le même sens. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de mode. Il y a un moment, j'ai vécu ça dans les années 2000 avec les substances pharmaceutiques, et on voit aujourd'hui qu'il y a un projet européen qui émerge où effectivement, il y avait plein de sous là-dessus et c'était un peu à la mode. Donc à un moment, il y a effectivement de l'argent. Mais par contre, et donc, c'est pas finalement une mode. Quelque part, on se rend compte aujourd'hui, 20 ans plus tard, qu'il y en a partout. Enfin bon, bref, voilà. Idem que plein de choses. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, et j'en parle parce que ça me tient à cœur, parce que j'ai passé 3 ans à travailler particulièrement là-dessus, sur les anciens polluants, et je pense à la problématique de la pollution des Outre-mer. D'ailleurs, on a peu parlé des problématiques liées aux Outre-mer en écotoxicologie, mais aux Outre-mer avec la chlordécone, qui est quand même un polluant qu'on a, voilà, qui a quelques 40 ans ou 50 ans d'âge, qui est toujours là. Et on oublie. Et est-ce qu'on a les mêmes moyens sur ces sujets-là? Enfin voilà, je pense qu'effectivement, on est dans un continuum et on a des polluants qui de toute façon qui sont là, même si des nouveaux émergent. Donc comment gérer ça? Je ne sais pas. Déjà en parler, c'est bien. Monsieur Mougin. Juste un petit commentaire un peu négatif sur les sujets émergents. Il faut aussi qu'on soit en phase avec nos financeurs. Pour avoir proposé il y a plus d'une dizaine d'années des projets sur les microplastiques dans les sols, parce qu'on savait déjà à l'époque qu'il y avait des microplastiques dans les sols, on avait des dispositifs, des observatoires de l'INRA à l'époque qui le montraient. J'ai jamais pu récupérer un euro à cette époque-là. Les projets étaient jugés trop risqués, un petit peu fantaisistes. Et maintenant, on s'aperçoit qu'ils sont tout à fait d'actualité, mais on a quand même perdu 10 ans, en gros. Donc voilà, il y a aussi cette mise en phase avec nos capacités de financement pour mener des recherches intéressantes et novatrices. Merci Monsieur Mougin. Un autre sujet que je voulais vraiment aborder avec vous, ça me paraît important et c'est en écho avec ce qu'on racontait tout à l'heure avec Madame Nazaret. Est-ce qu'il y a un enjeu, et ça c'est aussi peut-être un enjeu émergent ou pas, vous allez me le dire, de formation des nouvelles générations de chercheuses, de chercheurs, de renouvellement des scientifiques? Je ne sais plus qui d'entre vous me citait l'exemple de la pédologie. Voilà, c'était un peu ce qu'on m'a dit au téléphone. Bon, peu importe l'exemple, mais est-ce qu'il y a comme ça des disciplines qui sont victimes de désintérêt et quels petits problèmes ou gros problèmes ça peut poser dans les avancées scientifiques et les savoirs qu'on a besoin de continuer à pousser dans les prochaines années? Et est-il de la responsabilité d'un réseau, d'une association, d'un GDR d'alerter sur ce sujet, de travailler sur ce sujet? Vous avez 2 heures. Question pas simple. Elle était dans le conducteur. Je ne sais pas si on est vraiment touché par un désintérêt des étudiants. Je ne crois pas en fait. Ils sont vraiment de plus en plus sensibles à l'environnement et on est vraiment dans la thématique qui peut toucher l'environnement. Parce que la définition... Mais l'environnement, pardon, je vous interromps, c'est un thème, c'est pas une discipline. Oui, tout à fait. Justement, on doit être tous intéressés par. Quand on parle d'écotoxicologie microbienne, là, il y a l'aspect toxicologie, l'impact d'un polluant sur les organismes. Et inversement, en fait, les micro-organismes, leur spécificité, c'est qu'ils vont être capables de modifier le polluant. Ils vont être capables de le biodégrader, d'interagir avec lui. Et ça, vraiment, ça intéresse beaucoup les étudiants. Et quand on fait des sujets de recherche, et moi, je balance un sujet plastique omique, bactéries, dégradation, il y a vraiment une grosse demande d'étudiants. Donc je pense qu'il y a eu un rôle énorme en fait du réseau écotoxicomique là, sur ce point-là, qui a réussi à fédérer et faire sortir tous les sujets, parce que les étudiants, ils doivent, parmi tout un panel de sujets, ils doivent trouver les différents projets qu'il y a ici. Le fait de monter des réseaux et de rendre lisibles les sujets, en fait, ça a été un truc très très fort qu'a réussi à faire écotoxicomique.
Merci. Et qui continue à se faire. Ouais, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais juste indiquer à la salle qu'on s'approche de la fin de cette table ronde et que si vous avez envie de partager une question, un commentaire, une réaction, même à destination de celles et ceux qui nous regardent en direct en ce moment sur YouTube, faites-le. On pourra prendre votre question avant la pause méridienne. Ouais, je vais rejoindre ça. Je trouve qu'il n'y a pas un désintérêt. Je trouve même qu'il y a plutôt une appétence des jeunes générations pour tout ce qui va toucher à l'environnement et apporter sa pierre à l'édifice pour savoir comment ça fonctionne, quels peuvent être les effets. On voit qu'il y a eu une sensibilisation qui s'est faite au niveau de la société, et ça pose aussi le rôle du scientifique, de la communication de ces recherches, et comment on peut transmettre ça aux sociétés civiles. Mais on voit que ça commence à monter, et la plupart des étudiants qui arrivent maintenant sont hyper sensibilisés à ces questions-là. L'écotoxicologie microbienne, c'est pas forcément un univers visible, facilement objet de communication pourtant. Est-ce qu'il ne faut pas continuer à travailler aussi? Est-ce que ça, c'est pas aussi un enjeu émergent, faire connaître au grand public? Là, je ne parle plus des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses. Expliquer en mots simples les enjeux qui sont ceux qui nous ont été très bien expliqués tout à l'heure, en étant dans une approche plus horizontale, plus simple. Est-ce que ça, c'est un enjeu, la communication, la mise en visibilité de cette discipline auprès du grand public, ou pas plus que ça? Si, c'est un truc qui n'est pas visible, donc on parle très bien des étoiles alors qu'on ne les voit pas. On est capable de parler aussi des micro-organismes en montrant que c'est passionnant, en ayant des belles images. C'est des choses qui sont super importantes quand on fait de la communication. Après, c'est pas facile à prouver, mais je pense que maintenant tout le monde connaît les micro-organismes, savent tous qu'il n'y a pas que des bactéries qui vont transmettre des maladies. Donc il y a des bactéries qui sont super intéressantes. Je pense qu'on arrive à passer le message de plus en plus quand même. Justement avec ces thématiques de polluants émergents, etc. Qui concernent les opinions publiques. Mesdames et messieurs... Oh, pardon. Allez-y, levez bien la main. Juste 2 mots, parce que c'est peut-être moi qui ai soulevé le lièvre de la pédologie. C'est possible. Hein. Non, tout ça pour dire qu'effectivement, la pédologie s'est dissoute dans les sciences de l'environnement, mais on n'a plus de formation nationale. Il existait dans le temps le DEA national de sciences du sol qui a formé beaucoup de pédologues et des grands pédologues français. Il n'y en a quasiment plus maintenant et ils arrivent en retraite. Et je pense que cette connaissance des milieux, et le sol étant quand même un milieu complexe, elle est indispensable pour comprendre des effets écotoxes. Et on voit trop souvent dans les papiers des discussions ou des résultats qui ne sont pas mis en relation avec les propriétés du milieu dans lequel vivent les organismes, qu'ils soient micro ou macro. Et cette connaissance des milieux, elle ne peut passer que par certaines disciplines qu'il ne faudrait quand même pas oublier. Voilà. Oui, merci. J'ai une question. Alors moi, je suis physico-chimiste à la base. J'ai découvert l'écotox pendant mon master, d'ailleurs, à Bordeaux. Donc j'ai eu Patrick Gonzalez en professeur. Et il n'y a pas longtemps, un chercheur m'a dit l'écotoxicologie, enfin le problème de l'écotoxicologue, c'est qu'il n'est ni biologiste, ni écologue, ni chimiste. Et est-ce que vous avez une réponse à ça? Parce que moi qui viens de la physique-chimie et qui essaye de faire de l'écotoxicologie, aujourd'hui, je suis très bloquée dans mes recherches. Et alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on n'est aucun des trois? Est-ce qu'il faut qu'on se mette dans une case? Est-ce que c'est bien aujourd'hui d'être pluridisciplinaire dès les études? Ou est-ce qu'il faut être expert avant de pouvoir ensuite échanger? Enfin voilà, je voudrais votre avis sur ça. Merci. Merci pour cette question ouverte, franche, directe. Ouais. Je peux peut-être relater une expérience. Donc nous, on avait créé à l'INRA dans le temps une unité d'écotoxicologie des sols où justement on se rendait compte que c'était très difficile qu'une personne unique intègre toutes les compétences et toutes les disciplines. Il faut avoir effectivement un petit peu un vernis sur tout ce qui peut toucher à l'écotox, mais après on est effectivement plus spécialisé en biochimie, en pédologie, en chimie. Mais l'idée c'est de faire des collectifs. Et dans cette unité, on avait rassemblé des pédologues, des biologistes, des chimistes. C'est une des premières fois à l'INRA où on avait une unité très pluridisciplinaire sur ces questions-là. Et ça a relativement bien marché. Il y a d'autres soucis qui peuvent apparaître, mais globalement, pour résoudre des problèmes d'écotox, c'était relativement intéressant, y compris des modélisateurs, si on veut aller plus loin. Et les réseaux servent justement à mettre en relation différentes communautés scientifiques et différentes disciplines. Oui, bonjour. Oui, merci. Olivier Perceval, de l'Office français de la biodiversité. Merci beaucoup par rapport à ces questions de contaminants d'intérêt émergent ou d'émergence de manière générale, problématique émergente. Moi, j'avais une question, on fait une remarque par rapport à la formation. Je suis d'accord, on fait le même constat, c'est important de sensibiliser
la société civile en général. Mais comment voyez-vous votre rôle en tant que scientifique ou membre de réseau? Comment peut-on mobiliser ces réseaux pour aussi former les décideurs? Parce que pour être intervenu dans pas mal de... Il n'y a pas de si, j'ai besoin. Si, pour être intervenu dans quelques masters spécialisés au niveau des grandes écoles, je pense qu'il y a vraiment des besoins. Parce que, in fine, qui décide de ces réglementations? C'est en partie ces décideurs, bien souvent issus toujours un petit peu des mêmes écoles. Hein, voilà. Et puis, deuxième point, comment rejoindre ou comment essayer de combler le gap entre l'écotoxicologie, qu'elle soit aquatique, terrestre ou microbienne, et la discipline de l'écotoxicologie réglementaire. Parce qu'il faut savoir que ces nouvelles connaissances, ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes, si on veut qu'elles soient utilisées pour éclairer les gestions, pour éclairer l'évaluation du risque a priori, par exemple, avant la mise sur le marché de substances, bah c'est aussi ce public-là, enfin cette cible-là qu'il faut toucher. Alors, sur la formation des décideurs, sur la question réglementaire. J'entends ta question, en fait, peut-être je la focalise trop sur un truc, mais j'ai l'impression en fait que si on veut agir sur les décideurs, il faut aussi agir, et sur la mise sur le marché des produits, il faut agir sur les normes. Et en fait, je demanderai dans la salle à combien il y a de personnes en fait qui se sont intéressées à une norme et qui sont montées dans les bureaux de normalisation dans le public. Voilà, il y en a 4, 5. En fait, c'est un autre boulot. Moi, je l'ai fait aussi avec les plastiques, là. C'est un boulot qui prend un temps fou. Mais d'un autre côté, si on ne le fait pas, en fait, c'est dans les mains des industriels qui utilisent nos protocoles pour faire une norme méthodologique qui les arrange bien, pour aller faire passer leurs produits. Et si les scientifiques ne sont pas affichés tels qu'eux, en fait, à chaque fois qu'on y est, ils disent « Ah oui, vous êtes CNRS, alors ok, on veut bien vous écouter ». Donc on a un vrai poids là-dedans, mais on ne le prend pas. Je vous donne dans quelques instants. Sur ce sujet hyper important, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau métier à inventer aux États-Unis, même de façon plus générale outre-Atlantique? Il y a ces courtiers en connaissances qui ne sont pas des scientifiques parce qu'ils n'ont pas le temps de tout faire. On leur demande tellement de choses. Comment en plus faut-il leur demander d'aller dans ces bureaux? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu émergent fort? Je le vois sur les... Après, j'arrête de parler parce que je parle trop. Je le vois sur les plastiques, là, tu vois, il y a beaucoup d'ONG qui sont porteurs du discours scientifique. Mais en fait, ils ne sont pas scientifiques. Et ils se plantent carrément dans leur message. Donc, il faut faire vraiment la distinction entre ce qu'est un scientifique et ses missions, et après des courtiers ou des... Je pense que c'est un autre... Ouais. Mais je pense que c'est important que ce soit vraiment des scientifiques qui s'emparent de ça, et qui prennent une part de leur temps, en fait, pour aller vers les normes. Mais on a déjà tellement de boulot, c'est pas... Ouais. Oui, je pensais que c'est sur la question de la toxicologie réglementaire ou l'écotoxicologie réglementaire, je pense que c'est vraiment un métier de faire de l'évaluation du risque et d'être capable effectivement de faire ces liens avec les données, les paramètres qu'on va te donner, les incertitudes qui vont autour et comment tu gères tout ça, etc. Je pense que c'est un métier. Moi, je pense qu'en France en particulier, on a une agence sanitaire qui s'appelle l'ANSES, qui fait vraiment et qui met en place et qui génère vraiment beaucoup d'informations sur l'évaluation du risque. Je pense que ça vaudrait le coup de regarder, de faire des interactions et d'aller plus loin, par exemple, avec ces gens-là qui sont dans ce métier-là. On parlait d'exposome, on avait beaucoup travaillé sur comment l'exposome dans l'évaluation du risque. C'est pas pour demain. Hein. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être un travail à faire avec les... moi, je reviens sur cette agence sanitaire dont c'est le métier. Bon, j'avais plusieurs commentaires, plusieurs questions, mais j'ai essayé de rester sur une ou deux questions. La première, c'est qu'il faut aussi prendre en compte que le monde s'est mondialisé, et surtout le monde de la recherche. Donc des visions que l'on voit, nous, au niveau européen, au niveau Western side, je dirais, ne sont pas forcément les mêmes au niveau des visions qu'on peut avoir dans les pays asiatiques, qui ne sont pas, pour certains d'entre eux, au même niveau de développement. Quand Jean-François dit oui, la mer Méditerranée c'est la plus polluée par les plastiques, mais on ne sait pas ce qui se passe en Asie, par exemple. Voilà. Et à ce titre-là, on parlait des anciens polluants historiques, comme les hydrocarbures, etc. Et il y a quelques mois de ça, il y a un papier quand même qui a beaucoup rebattu les cartes et qui est passé totalement inaperçu, qui a été publié dans Science, où en fait ils ont fait une étude des oil slicks, c'est-à-dire en fait des nappes pétrolières d'hydrocarbures que l'on pouvait détecter. Ils ont brassé un jeu de données de 300 000 données,
Et en fait, ils ont rebattu en brèche des données que moi-même j'ai passées dans les cours, à savoir que globalement, les pollutions pétrolières dues aux activités humaines, ça représentait ça peut représenter entre 15 et 20%, alors que 80% étaient dus à des phénomènes naturels d'expulsion d'hydrocarbures naturels au niveau des jonctions des plaques tectoniques, etc., etc. Et là, ils ont totalement changé le pourcentage. C'est-à-dire qu'on arrive à 90% de pollution pétrolière due aux activités humaines et 10% qui seraient dues au natural seepage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement passé inaperçu. Alors on parlait d'effets de mode, effectivement, on parle des perturbateurs endocriniens, on parle des plastiques, mais c'est vrai que les hydrocarbures, peut-être qu'on en parle un peu moins, quoi. Alors peut-être un mot de la fin en guise de réponse à M. Garrigue. Un commentaire. Tout est dit peut-être? Non? Un petit mot d'espoir peut-être? Allez, un petit mot d'espoir sur... mais effectivement, on a bu vos paroles. Sur la... Oui, coursier scientifique, je pensais pas à celui-là, l'autre, Jacques, l'autre. Pour terminer, pour avancer plus loin, il faut travailler ensemble, ça a été déjà dit plusieurs fois. Est-ce que vos réseaux suffisamment? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être imaginées pour fluidifier les échanges et peut-être identifier des enjeux émergents plus facilement? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce qu'on peut-être que c'est la question du... Je sens Madame Garrigue qui a envie de répondre. Non? Oui? Moi, je pense qu'on se parle parce qu'on se connaît depuis très longtemps ou plus récemment, mais on pourrait se parler plus. J'ai la même analyse, c'est une espèce de microcosme, on finit par tous se connaître, on travaille souvent ensemble, mais peut-être que des regroupements inter-réseaux, des colloques inter-réseaux, ce ne serait pas inintéressant. Allez, ce sera le mot de la fin de cette table ronde. Le message est partagé, passé. Il est quoi? Il est 12h45, sauf erreur de ma part. Merci à toutes et à tous. Merci à nos panélistes, on les applaudit. Aurélie Sébron, Jennifer Elal, Christian Mougin, Jeanne Garrigue, Jean-François Giglione et Patrice Gonzalez. Il est 12h45, on n'est pas trop mal dans les temps. Je vous propose de marquer une pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour continuer à parler de enjeux émergents avec Sébastien Duperron, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Et donc on se retrouve à 14h. Voilà, continuez bien les échanges, à tout à l'heure.